à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Aurélien Deragne, co-auteur de la fresque du numérique, créée en 2020 pour sensibiliser et former aux enjeux du numérique responsable. Dans notre débat, on va recevoir un duo du collectif Les entreprises s'engagent, Publicis et ACP Thermic Cedra. Ils nous expliqueront comment les stages et l'apprentissage sont des leviers d'insertion. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai DriveCubes, des casiers de retrait à destination des commerces de proximité. Voilà pour les titres, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Aurélien Deragne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le co-auteur de la fresque du numérique. Vous l'avez créée en 2020 avec Yvain Mouneux. Vous aviez, j'imagine, en tête le modèle de la fresque du climat ? Oui, absolument, absolument. Moi, je suis ingénieur. J'ai d'abord bossé 20 ans dans un grand constructeur automobile français. Et j'ai choisi d'en partir il y a un peu plus de 5 ans pour essayer de faire des choses avec plus d'impact positif. Et donc, effectivement, je suis très vite devenu animateur de la fresque du climat. Donc, du coup, je connais bien l'outil, l'atelier et puis le projet. Et comme en parallèle, avec Yvain, on avait aussi des infos à passer à expliquer sur les impacts environnementaux du numérique, qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et on s'est lancé dans la création de la fresque du numérique. Donc, par rapport à la fresque du climat, il y a des choses qui ressemblent, forcément. Mais le contenu, évidemment, est différent. Bien sûr. Nous, on s'est basé sur les rapports qui font autorité aujourd'hui pour expliquer les impacts environnementaux du numérique. Donc, il y a beaucoup de rapports universitaires de type scientifique. Il y a des rapports de l'ADEME, il y a des rapports beaucoup d'entités onusiennes, des Nations Unies, des rapports de France Stratégie, donc différentes sources. Et puis, en termes de format, donc qu'est-ce que c'est que le format FRES d'ailleurs ? Peut-être tout le monde ne sait pas. Ce sont des ateliers, on peut déjà dire ça. C'est un atelier ludique et participatif. Voilà, c'est collectif. C'est qui permet de comprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de comprendre seul. Parce qu'en fait, là, je viens d'évoquer qu'il y avait plein de rapports scientifiques. Oui, on se dit, oh là là, ça va être trop compliqué. On n'a pas envie de se plonger dedans. Pour la fresque du climat, c'est les rapports du GIEC, qui sont aussi pas faciles à lire. Donc là, le principe, c'est qu'on va former des équipes, des petites équipes de quelques personnes, 5, 6, 7, 8, et qui vont devoir, en discutant entre elles, se mettre d'accord pour organiser des cartes que l'animateur leur apporte. Ouais. Et sur ces cartes, en fait, il y a des petits bouts des rapports. Et avec cette méthode, les participants, quelque part, d'une manière ludique et facile et agréable, se plongent dans les informations scientifiques, ce qu'ils n'auraient pas fait sinon. Donc, ils comprennent du coup très bien le sujet. Et ça fonctionne vraiment bien. Et ça, c'est la première partie de l'atelier. Et il y a une deuxième partie de l'atelier pour discuter des actions, de ce qu'on peut faire. Alors ça, on y reviendra, tout ce qu'on peut mettre en œuvre dans son entreprise ou même dans son quotidien. Petite question business quand même, c'est quoi le modèle économique de la fresque du numérique ? Est-ce que tout le monde paye ? Vous disiez, moi j'ai animé les ateliers de la fresque du climat. Donc comment ça fonctionne ? Dites-nous quel est le principe. Notre intention en créant le projet, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de diffuser les informations qu'elles contiennent, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous, que les gens aient conscience des impacts environnementaux de nos activités. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association, et le but c'est de diffuser largement. Donc un des points clés du dispositif, c'est que c'est facile de devenir animateur après qu'on ait participé à l'atelier. On suit une autre session et hop, c'est parti. Ensuite, quand on anime, la plupart du temps, c'est bénévole. Donc, les personnes formées à l'animation animent pour le grand public ou dans l'enseignement, par exemple. Auquel cas, ça va être souvent bénévole. Mais elles peuvent aussi animer en entreprise. Et du coup, ça peut leur permettre de générer des revenus. Mais à cette occasion, elles reversent des droits d'utilisation à l'association. Donc c'est ça le modèle économique de l'association. On a créé une association. Moi-même, j'ai une activité bénévole pour l'association, donc je ne suis pas rémunéré pour ça. Et puis les droits d'utilisation collectés par l'œuvre, l'utilisation de l'œuvre, vont à l'association, elles ne vont pas à moi. Alors rentrons effectivement dans le détail de ces ateliers. Tiens, déjà, on va en profiter pour faire un peu de pédagogie. Deux infos puisées dans la fresque du numérique, avec des sources différentes. Par exemple, saviez-vous que le numérique émet plus de gaz à effet de serre que la flotte mondiale de camions, ça représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'ARCEP qui nous dit ça. Autre info, saviez-vous qu'un ordinateur de 2 kg nécessite de mobiliser 800 kg de matières premières pour sa fabrication ? Ça, c'est l'ADEME qui nous dit ça. Bon, donc on a bien compris, les ateliers, ça fait partie des infos que les participants vont avoir. Qu'est-ce qu'ils en retirent après ? Vous leur donnez quoi ? Une sorte de feuille de route pour que ça
que leur entreprise soit un peu plus numériquement responsable en quelque sorte? En quelque sorte, dans l'atelier Fresques du numérique, pour accompagner les participants à réfléchir à des actions, on leur propose aussi des cartes, donc tout un éventail d'actions envisageables pour elles-mêmes en tant que personnes ou pour leur organisation. Et de cette manière, elles repartent jamais sèches. Elles ont toujours une idée de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont envie de faire. Donc on les laisse jamais toutes seules. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles comprennent où sont les sujets. Après l'atelier, elles ont compris que c'est justement pas où elles pensaient que c'était les impacts environnementaux du numérique. Ouais. Et elles ont envie d'agir. Dans ce que vous avez évoqué, j'ai envie d'expliquer que le numérique a des impacts environnementaux sur plusieurs sujets qui ne sont pas que le climat. On a tendance à beaucoup résumer au climat, et c'est vrai que c'est un gros sujet important, mais malheureusement, ce n'est pas le seul sujet environnemental. Quand on parle de matières premières, évidemment, exactement, il y a un impact de biodiversité évident. Ouais, exactement, l'eau, l'accès aux ressources, les pollutions locales, etc. Et l'atelier permet de comprendre comment le numérique contribue à tout ça, et à la limite comme illustration de beaucoup de nos activités, en fait. Il n'y a pas que le numérique qui a le même genre d'impact. Est-ce qu'il y a des idées reçues, les questions, enfin... Ce qu'on vous dit prioritairement quand on arrive comme ça, béotien, j'imagine comme moi, à une fresque du numérique, je vais vous dire, oh là là, et qu'est-ce que je peux faire pour mes mails, par exemple? Exactement. Voilà. C'est la question qui vient à l'esprit très régulièrement et qui est même citée par des ministres il n'y a encore pas si longtemps comme l'action numéro 1. Alors que c'est, désolé de le dire, mais c'est ridicule en fait. L'impact, il n'est pas du tout là. En fait, ce que découvrent les participants dans l'atelier, mais qu'on a tiré des rapports qui expliquent ça, c'est que les impacts environnementaux du numérique, aujourd'hui, ils sont concentrés et vraiment de très très loin sur les terminaux. Donc l'ensemble de tous les équipements qui nous entourent, les téléphones, les écrans, et là, il y en a un certain nombre, quelques-uns, les ordinateurs, ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. Et là-dedans, le gros de l'impact, c'est ce qu'on disait, la matière première pour les fabriquer. D'accord. Et ça explique l'impact carbone, puisqu'il faut de l'énergie pour fabriquer, donc il faut des matières et de l'énergie. Donc le gros de l'impact, il est là, il n'est pas du tout dans les mails en fait. Donc le bon conseil, c'est l'économie circulaire. C'est de se dire, avant de déjà, se poser la question avant de changer son ordinateur, est-ce qu'il faut vraiment, ou son téléphone, est-ce qu'il faut vraiment en changer? Et puis ensuite, est-ce que je ne peux pas le trouver en mode économie circulaire? Exactement. Ça, c'est les deux conseils. Avoir moins d'équipements, donc éviter d'envisager un 3e, un 4e, un 5e écran, essayer de réduire ce besoin à la source, essayer de les renouveler moins souvent, donc les faire durer, les réparer, en prendre soin, les entretenir, et puis quand vraiment on a besoin d'acheter, ne pas acheter neuf, vraiment en dernier recours, acheter d'occasion ou reconditionner. On a évidemment beaucoup de téléspectateurs qui sont des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des salariés. Quel conseil vous donnez à un chef d'entreprise ou à un directeur d'achat, qui se dit comment je peux réduire mon empreinte numérique? Quels sont peut-être le levier ou les leviers, vous avez commencé à répondre, les plus efficaces? Effectivement, il y a ce que je viens d'évoquer, donc sur réduire le nombre d'équipements et les faire durer plus longtemps. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'éco-conception. L'éco-conception, en fait, la plupart des organisations ont des services numériques et elles peuvent les éco-concevoir pour réduire les impacts environnementaux. Donc pour elles-mêmes, déjà, par exemple, avoir du code qui consomme moins, mais en fait, ça c'est très très peu. Le gros de l'impact, il va être, comme ce que je viens d'expliquer, dans le fait d'éviter le renouvellement trop fréquent d'appareils. Donc la responsabilité des organisations, c'est de faire des services numériques qui vont fonctionner sur des vieux matériels. En fait, on peut vraiment le voir comme ça, sur un téléphone qui a 10 ans, 15 ans, avec un vieux système d'exploitation, il faut que ça marche quand même. Et si on remonte en amont, l'entreprise, elle peut aussi se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout numériser? Ok, c'est cool, c'est moderne, mais en réalité, le numérique n'est pas dématérialisé. Il n'est pas dématérialisé, il n'est pas immatériel. Illusion, quoi. Et on déplace les impacts environnementaux quand on en numérise, donc il faut bien réfléchir. Notamment sur les sites. Alors, moi, je pense au vôtre parce que je suis allé faire un tour sur votre site, qui est évidemment sobre, mais c'est une vraie question. Moi, je pense toujours, je suis très énervé quand je suis sur un site ou une appli, etc., et que les vidéos se mettent en route toutes seules. J'ai pas besoin. Ça, c'est une très mauvaise pratique. Moi, je veux pas la voir, cette vidéo, mais à la rigueur, je clique dessus, elle démarre, très bien. Mais ça, c'est un moyen assez simple de réduire le nombre de serveurs qui tournent en permanence. Oui, il faut limiter son besoin au minimum et ensuite concevoir sobre. Concevoir sobre, ça va être justement d'éviter des vidéos, typiquement. Ça va être tout à fait ça. Éviter même des images et à la limite aller le plus possible vers du texte. Donc ça nécessite, il y a tout un travail de conception pour permettre
permettre que les informations qu'on veut passer soient passées malgré tout, évidemment. Ouais. Il nous reste 2 minutes, donc on a le temps de parler quand même de l'intelligence artificielle, de l'essor de l'IA dans les entreprises, qui est déjà en cours et qui va sans doute être exponentielle. Avec quel impact numérique? Est-ce qu'on peut le mesurer, ça, d'ores et déjà? Alors, on commence à avoir des premiers chiffres qui arrivent et malheureusement, ils sont assez préoccupants parce que l'IA nécessite beaucoup de ressources matérielles et d'énergie, à la fois pour être programmé, pour être entraîné, et ensuite lors de la phase d'utilisation. Donc il y a une vraie préoccupation environnementale là-dedans. Mais moi, ça me donne envie aussi de vous parler d'effet rebond, qui est un des sujets qu'on évoque dans l'atelier. Parce que l'effet rebond, c'est la démonstration, et c'est bien documenté, qu'à chaque fois qu'on conçoit de nouvelles technologies, qu'on a à disposition de nouvelles technologies qui ont l'air plus efficaces ou qui ont l'air d'apporter des services positifs, souvent c'est le cas, oui, ça apporte du mieux, mais ce que ça fait en même temps, si on n'y fait pas attention, c'est que ça libère de nouveaux usages. Parce que ce service rendu plus accessible ou plus attrayant, par exemple, s'il est plus rapide ou moins cher, ça va nous permettre de l'utiliser en plus grande quantité. Et je pense que l'IA, ça va être tout à fait ça. L'IA générative, par exemple, ça va me permettre de produire des documents de manière plus rapide, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Est-ce que je vais l'utiliser à cuisiner ou à aller me promener en forêt, donc c'est-à-dire des choses qui n'ont pas d'impact environnemental? Ou est-ce que je vais l'utiliser juste pour produire plus de contenu ou pour faire d'autres activités qui ont des impacts environnementaux? Malheureusement, c'est assez probable que ce soit le deuxième scénario qui se produise. Et le résultat, c'est que depuis un siècle ou deux, l'humanité n'a jamais été aussi efficace grâce à des nouvelles technologies. Et pourtant, nos impacts environnementaux n'ont jamais été aussi élevés. Donc ça montre bien qu'il faut qu'on réfléchisse à nos usages et pas seulement à nos technologies. Merci beaucoup Aurélien Deragne, ça donne vraiment envie de participer à l'atelier et à la fresque du numérique. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat avec la communauté. Les entreprises s'engagent. Bismart, partenaire du collectif Les Entreprises s'engagent. Une fois par mois, je reçois dans ce Smart Impact deux membres de cette communauté qui agit pour une société inclusive et un monde durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla Grison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice équité et inclusion chez Publicis France. Et Éric Varin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, dirigeant d'ACP Thermique Cédra. Je vais commencer par une question toute simple et la même pour tous les deux. Pourquoi vous avez rejoint cette communauté, Les Entreprises s'engagent? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors d'abord, c'est l'occasion d'échanger avec des gens de grande qualité. Alors je pense tout particulièrement à Sylvain Raymond et Joséphine Naveau, que j'ai la chance de voir régulièrement. Et pour une fois, et depuis longtemps, la capacité de mettre en relation les entreprises et les instances gouvernementales, et de faire se rencontrer à la fois des besoins qui sont ceux de la nation, mais aussi des réalités de l'entreprise qui ont parfois du mal à... Ces deux univers qui ne parlent pas toujours le même langage. C'est ça, exactement. On parle souvent de la même chose, pas toujours avec le même langage, et là ça permet de connecter plus rapidement, notamment en matière d'éducation et d'inclusion, qui sont les sujets que, pour ma part, je porte. Oui, et dont on va parler ici. Éric Varin, sur ces thèmes-là, on peut dire qu'en quelque sorte, ils vous ont repéré, les entreprises s'engagent, c'est ça? Oui, exactement, parce que justement, je réfléchissais à votre question. Oui. Et moi, je suis engagé depuis 1994. Dès la création d'entreprise, j'ai commencé à m'engager au niveau de l'apprentissage. Et donc, toujours reprendre des apprentissages, les former, etc. Les amener dans un emploi, pas forcément celui dans lequel ils ont appris, en quelque sorte, mais au moins leur fait connaître le monde du travail. Et donc, c'est un engagement que j'ai fait depuis 1994. Et j'ai été effectivement happé à un moment donné dans Les Entreprises s'engagent. Et c'est comme ça que j'ai pu être dans ces entreprises qui s'engagent. C'est quoi votre domaine d'activité, en quelques mots? Alors nous sommes plombiers, chauffagistes. On fait de la salle de bain également et de la climatisation. Petite PME, on est 14 dans l'entreprise. Donc petite entreprise, donc on ne peut pas embaucher tout le monde, bien entendu, mais on a 5 apprentis toujours, et les compagnons. Et ces compagnons que nous avons, ce n'est pas des compagnons qui sont arrivés chez nous en étant compagnons, déjà, ils sont arrivés apprentis. Donc on les a recrutés, il y en a certains qu'on a recrutés à 15 ans, qui sont maintenant des compagnons qui forment les apprentis. Donc on a un cercle vertueux qui nous permet d'avoir... Et ça nous fait une équipe super jeune de 25 ans. Si nous enlevons, on m'enlève... ça fait une super moyenne d'âge. Ça fait une super moyenne d'âge, 25 ans, très dynamique et très volontaire. Voilà. Les seniors sont aussi dynamiques. Mais oui, ça marche même avec vous dedans. Ça, oui, ils me suivent. Alors on va beaucoup parler d'inclusion, évidemment, dans notre échange. Publicis, je le disais en préparant l'émission,
communication s'est donné des objectifs de juste représentation de la société française dans ses effectifs. Quel levier vous activez pour y arriver? Alors, le premier levier, il y en a deux en réalité. Ouais. On est, alors effectivement, un groupe important de communication et de marketing en France. On est le numéro 2 mondial. On a parmi les agences les plus primées en termes de belles campagnes et de belles réalisations. Chaque jour, on touche des millions de personnes. Ouais. Quand on fait cela, et je le dis de manière hyper humble, on a aussi une immense responsabilité. On a une surface et un terrain de jeu qui sont objectivement très excitants pour des publicitaires. Ouais. Pour autant, on a aussi une immense responsabilité. Donc le premier levier, c'est celui de l'éthique de responsabilité. Quand on est une grande entreprise qui fabrique de l'image toute la journée et qui la produit et qu'elle a pour effet de créer des imaginaires collectifs. Donc c'est ce que vous diffusez. C'est ce qu'on diffuse. C'est déjà ce levier-là. Pour être juste dans ce que nous diffusons et des justes représentations des personnes et de leur singularité, alors il convient que les équipes soient elles aussi mixtes et plurielles, parce que la réalité, c'est que les différentes populations, selon votre parcours socio-économique, votre parcours éducatif, l'endroit où vous vivez, vous n'avez pas les mêmes expériences et pas les mêmes langages de la réalité. Et donc des équipes mixtes permettent aussi d'être plus justes dans les représentations. Et ça, c'est parce qu'on a un deuxième devoir, qui est celui de la performance. Oui. De la même manière qu'une chaîne de télévision ou qu'un média, les acteurs de la création ont tout intérêt à rester connectés avec leurs audiences. Et rester connecté avec son audience nécessite quand même de bien la comprendre. Oui. Mais alors, là, on est dans les objectifs, mais est-ce que ça suppose de sortir de ces critères de recrutement, un certain nombre de biais pour atteindre ces objectifs? Bien sûr. Alors ça s'impose. Ça ne suppose pas, ça s'impose. Oui. Tout petit exemple, quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, donc on a créé ce département diversité, équité, inclusion, et qu'on constatait qu'on était assez peu divers dans les équipes. J'étais une exception en réalité. Après, il n'y a pas que des diversités visibles, mais en tout cas celle-ci. Et bien, on a fait le constat que 90% de nos stagiaires et alternants venaient de grandes écoles de commerce. Quand on regarde la sociologie des grandes écoles de commerce en France, ou des grandes écoles publiques notamment en France, alors on se rend bien compte qu'il y a très peu de diversité. Et ce peu de diversité qu'on retrouve dans les études supérieures, seulement 12% de fils et filles d'ouvriers, alors qu'ils représentent 21% des enfants de la France. Oui, j'ai trouvé ces chiffres-là, 2022, pardon de vous interrompre, mais ça donne un argument et un détail. Les enfants d'ouvriers ou d'inactifs représentaient, on va regarder cette infographie, seulement 6% des élèves d'école de commerce et 10% des étudiants en université. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Absolument, absolument. Et plus vous montez à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont être un certain nombre à rentrer en première année, ils seront encore 13% en licence, ils ne sont plus que 7% en Master 2. Est-ce que c'est un défaut d'intelligence? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un défaut d'envie, d'ambition? Certainement pas. En revanche, on sait qu'en France, le contexte socio-économique dans lequel vous vivez pèse encore beaucoup trop lourdement sur votre trajectoire. Et je ne parle pas non plus des origines autres que le contexte socio-économique. Je voudrais qu'on parle de l'apprentissage avec vous, Éric Varin. Ça fait, vous l'avez dit, plus de 20 ans que vous le pratiquez. Vous avez fait le bilan? Combien d'apprentis accompagnés, embauchés? Comment ça se passe? Alors, effectivement, j'ai fait un petit bilan parce que tout à l'heure, on a une 50aine de personnes que j'ai pu former. Donc il y a des apprentis qui restent à la taille de votre entreprise, c'est important. Donc ce qui veut dire que comme j'en ai 5 en permanence, donc ce qui me permet de... Alors ça tourne, je veux dire, je ne peux pas embaucher tous les 5 chaque année, sinon j'aurais une entreprise super importante. Mais donc ce que je fais, généralement, ces apprentis vont soit prendre un cursus complémentaire dans une autre entreprise. Et donc pour ça, j'utilise mon réseau. Donc je suis membre de la Fédération française du bâtiment. Ce que je fais, vous les placez à la fin de leur place apprentissage dans d'autres entreprises de façon qu'ils puissent continuer leur cursus si chez moi ça ne peut pas se faire. Ou alors à des confrères qui vont les embaucher avec l'expérience qu'ils auront chez moi. Mais ça veut dire, si vous faites ça depuis 20 ans, la réforme de Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail, là, qui a quand même reboosté l'apprentissage, ça n'a rien changé pour vous? Vous le faisiez déjà? Ça n'a rien changé. Et puis de plus, il y avait une partie qui existait. Oui. Donc on l'a simplement médiatisé. Oui. Donc là, ça existait. Donc pourquoi on l'a médiatisé? Effectivement, ça a donné un boost. Et donc à ce moment-là, on a eu une pénurie d'apprentis. Il y avait moins de personnes qui arrivaient sur le marché. Plus difficile pour C'était plus difficile d'en trouver. Oui. Mais ceci dit, c'est très bien. Tant mieux. Est-ce que il a raison? L'apprentissage, ça fait partie des habitudes des métiers de la communication et de la publicité, ou pas totalement?
Alors, de plus en plus, l'apprentissage, l'alternance, de plus en plus. Pendant un temps, ça a profité quasi essentiellement plutôt Bac plus 4, plus 5 de grandes écoles, parce qu'on restait enfermé un peu dans ce prisme-là. Et tout l'enjeu, c'était justement d'ouvrir et de faire que cela serve tout le monde. Donc, concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à élargir le vivier dans lequel on recrutait en apprentissage et en alternance, notamment auprès des BTS et en alternance dès le Bac plus. Vous avez un programme qui s'appelle Publicis Trax, c'est ça? Oui, absolument. Donc c'est de ça dont on parle? Absolument. Comment ça marche? Racontez-nous. Comment ça marche? Donc c'est à partir du constat que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on recrutait à peu près toujours aux mêmes endroits. Et on a constaté par ailleurs, dans les chiffres de l'éducation nationale, que le BTS était la formation la plus égalitaire en France. Donc avec une juste représentation des proportions d'enfants d'ouvriers dans la société, d'enfants d'ouvriers en BTS, et jusqu'au cadre dirigeant, ou enfants de cadre dirigeant. Il existe des BTS communication. On a donc répertorié 5 lycées publics, alors, au début en Ile-de-France, et on va s'élargir, en REP et REP+, classés en zone d'éducation prioritaire, comme on aurait dit auparavant, et adressé donc des élèves de première et deuxième année de BTS communication, à qui on propose des stages dans nos très belles agences, ce qui ne se serait jamais produit avant, en les accompagnant de bout en bout aussi avec des masterclass, enfin avec des parcours un peu sur mesure de coaching, de confiance en soi. C'est pas évident de rejoindre un groupe du CAC 40 avec des gens qui ont tous 3 langues. Voilà. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a aussi j'arrive pas à trouver le mot, mais un blocage personnel à combattre chez certains. C'est-à-dire, ah bah non, Publicis, c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, je vois très bien ce que vous dites. J'ose pas y aller, ça sert à rien que j'essaye, quoi. Peut-être parce que pendant longtemps, la porte était vraiment fermée, d'ailleurs. Alors voilà, parce que beaucoup nous l'ont dit, et je sais que c'est vrai, c'est-à-dire, Publicis, je n'aurais même pas osé y penser. Oui. La réalité, c'est que rares sont les gens qui s'autocensurent, que ce soit les élèves ou les femmes ou les personnes LGBTQI+, ou les personnes en situation de handicap, sans qu'à un moment, il y ait eu une forme de censure, sans qu'on ait dit son nom, qui venait aussi des codes sociaux, on va dire, et donc des espaces qui vous sont autorisés, entre guillemets, et ceux qui vous le sont moins. Et là, effectivement, le fait qu'on crée des passerelles permet à la fois aux jeunes de se dire c'est aussi pour moi, et de se rendre compte qu'ils sont complètement capables, et pour les managers de se rendre compte que c'est aussi pour eux, et que ces étudiants, un peu plus jeunes, mais pour autant apportent beaucoup de talent, de richesse et d'ouverture à nos métiers. Donc c'est une rencontre qui finit par lever l'autocensure des deux côtés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec Antoine de Saléon-Terrasse. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous êtes le cofondateur de DriveCube. Vous l'avez créé en 2003, en 2023. Avec Exactement. Qui et avec quelle idée? Avec Régis Laurent, qui est mon jeune associé de 54 ans. Ouais. Et avec quelle idée? Bien, écoutez, aujourd'hui, on voit que les casiers fleurissent à tous les coins de rue, principalement pour les géants du e-commerce. Et notre objectif, c'était de démocratiser cet usage auprès des commerces de proximité. Donc aujourd'hui, on propose un service qui permet en fait aux commerçants locaux de mettre à disposition les commandes de leurs clients. Donc c'est un service de retrait qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors imaginons, tout commence évidemment par une commande sur le site d'un magasin, c'est ça? Sur le site d'un magasin, par exemple. Ou par téléphone auprès d'un magasin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, tout simplement, le commerçant prend la commande et ensuite il prépare la commande et il va la mettre dans les casiers qui sont positionnés juste devant son commerce. Et les artisans ou alors les infirmiers ou autres viennent récupérer directement la commande quand ils le souhaitent. Il y a plusieurs avantages. Déjà pour nos clients, d'un point de vue organisationnel, je prends l'exemple, les commerces de distribution spécialisés type plomberie, le matin, on arrive, il y a déjà 10 artisans qui sont en train d'attendre. Parfois, juste pour récupérer une commande, eh bien, au moins, ça permet d'accorder plus de temps aux autres clients pour pouvoir apporter du conseil. Les autres viennent juste récupérer la commande et repartir, tout simplement. Donc ça, c'est pour nos clients. L'autre avantage, c'est pour les clients, le client final. Les clients de vos clients. Exactement. Le principe, lui, il passe quand il le souhaite, même si le magasin est fermé. Ouais, effectivement, c'est un confort supplémentaire. Alors justement, qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'il y a c'est une jeune entreprise, donc vous avez commencé par quel secteur d'activité?
Alors, on a commencé par plusieurs secteurs d'activité, Ouais. et après, il y en a d'autres qui étaient plus propices en fait aux services. Je prends l'exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'installations sur la distribution spécialisée. Donc, ça peut être du matériel de construction, du matériel de bricolage, à destination des professionnels, des artisans principalement. Ensuite, on va avoir les pharmacies. L'objectif pour les pharmacies, c'est que par exemple les professionnels de santé puissent venir récupérer les commandes en dehors des horaires d'ouverture de la pharmacie ou s'éviter les files d'attente dans les pharmacies. Mais on a également un service qui est à destination des producteurs pour récupérer par exemple les paniers de fruits et légumes. Ah, Voilà. Mais c'est vrai que ouais. le service se diversifie à force de proposer et aujourd'hui on va venir installer des casiers par exemple dans des pressings pour récupérer ces chemises. Ok, donc, mais ça veut dire qu'il faut faire à chaque fois un casier différent, j'imagine, un Tout peu à sur fait. mesure en fonction du produit. Et c'est là la force de notre produit, parce qu'en fait, on installe les casiers sans raccordement électrique, sans travaux. Donc c'est extrêmement simple. Et voilà, tout simplement. Ouais. Et donc, on va avoir. C'est-à-dire quoi, il faut des. Je pose des questions de Béotien, mais si on fait des casiers pour les fruits et légumes, il faut des casiers réfrigérés, par exemple. Alors, on fait il des faut faire casiers attention à ça. isothermes. Ouais. Vous avez raison, en fait, on adapte nos casiers en fonction de l'activité de nos clients. Et c'est ça notre force. On produit nos casiers en France et on va venir faire des casiers à la fois pour des pharmacies, donc c'est pour récupérer des petits sacs en papier, et à la fois pour la distribution spécialisée. Un artisan peut tout à fait venir récupérer un chauffe-eau. Donc c'est forcément une taille qui est complètement différente d'une pharmacie. Ouais. Pas tout à fait le même casier. C'est quoi votre modèle économique? Alors aujourd'hui, nous, on ne vend pas du casier. On loue une solution de récupération qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ce sont des contrats de location qui généralement sont de 36 mois. Et ensuite, on renouvelle le service tous les 3 ans. Est-ce que ça passe par une plateforme, un site, voilà, une interface? Quelle Alors, est cette interface? On voulait un système qui soit extrêmement simple, que nos clients ne soient pas obligés de télécharger une application pour que ça fonctionne. Donc en fait, tout simplement, notre client à nous, le commerçant, se connecte sur notre plateforme, il a un espace sécurisé, il enregistre l'expédition et à l'aide de son smartphone et juste la lecture d'un QR code, il vient remettre ce colis dans les casiers. C'est la même chose pour le client final qui lui reçoit un SMS avec un code, il vient, il flash le QR code et ça lui permet de récupérer sa commande. L'idée vous est venue comment? Parce que vous vous êtes rendu compte que ces commerces de proximité perdaient des clients d'une certaine façon, faute d'avoir un service comme celui-là? Alors oui, d'une part oui, et en plus de ça, aujourd'hui, les géants du e-commerce bénéficient d'un service de qualité, ne serait-ce que dans l'acte de la commande, mais pas forcément du coup pour les commerces de proximité. Les commerces de proximité, ils ont des sites de vente en ligne également, mais c'est aussi dans la phase de récupération. Ouais. Donc c'était à la fois une idée et une demande. Une petite question, il reste 30 secondes. On a vu qu'il y avait de différents types de services. Comment vous comptez développer DriveCube? Comment on compte développer DriveCube? Eh bien, aujourd'hui, l'avantage du casier, c'est qu'il s'ouvre sur beaucoup de secteurs d'activité. Ouais. Et aujourd'hui, tous les commerçants qui sont intéressés par le retrait, on ira adapter notre solution à leur commerce. Tout simplement. Merci beaucoup Antoine de Salé-Monterras et à bientôt. Bon vent à DriveCube. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.